Cette semaine, les marchés ont certes repris un peu d'air, mais il serait sans doute beaucoup trop tôt pour crier victoire et retour au calme, car derrière ce rebond apparent, les tensions restent bien présentes et les investisseurs savent qu'un regain de nervosité peut revenir à tout moment. Entre les déclarations de Donald Trump et les incertitudes persistantes autour du Moyen-Orient, eh bien, le marché tente de tenir, de se stabiliser et même de reconstruire quelque chose à court terme, mais il évolue encore sur le fil. Est-ce que cette phase de rebond peut ouvrir la voie à une relance plus solide, plus durable et plus crédible? C'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine piège ou opportunité. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul maître et responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. Pensez toujours bien sûr à activer la petite clochette ici même. Dès lors que je publie une nouvelle vidéo, eh bien vous aurez une notification automatiquement. Pour celles et ceux bien sûr qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez à votre disposition notre newsletter gratuite, la table des investisseurs. Vous êtes plus de 8000 désormais investisseurs abonnez gratuitement et vous recevez, d'ailleurs vous allez recevoir cette semaine également, eh bien le portefeuille Forteresse qui d'ailleurs a plutôt très bien résisté, fait même mieux, largement mieux depuis 1 an et demi que le S&P 500 et en plus avec un taux de change plutôt défavorable, même s'il est un petit peu plus favorable ces derniers temps. Bien sûr, pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez espacement, formation et coaching sur le site lepodcastdelabourse.fr. On vous a mis également à votre disposition, il y a plus de 1300 personnes qui l'ont rejoint, la formation gratuite avec des modules d'accompagnement, avec tous les sujets, bien entendu, bourse, gestion privée, immobilier, banque, crypto-monnaie, même matières premières. Et puis, on travaille, ça devrait pas tarder à sortir, on n'est plus très loin. On travaille également sur des screeners en ligne qui seront accessibles donc sur le site. C'est les screeners qui sont également disponibles bien sûr sur ProRealTime, mais vous pourrez les visualiser si vous n'êtes pas forcément sur ProRealTime directement de chez vous. Eh bien, il y aura des screeners pour vous permettre voilà, de retrouver notamment les tendances haussières, etc. Bref, on travaille là-dessus, c'est pas évident, mais heureusement... Maxime alias Argo Nuit sur les réseaux m'aide beaucoup à ça, il est très fort là-dessus, donc on vous prépare tout ça, on vous présentera ça rapidement au cours ou d'une vidéo ou d'une publication sur les réseaux, ou les deux bien sûr pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Et j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais, les amis. Eh bien, nous avons nos programmes d'accompagnement, MTT Premium, le programme historique, et MTT Découverte, le petit nouveau, pour accéder à l'essentiel des marchés. Malheureusement, je dis bien malheureusement, quand les marchés sont au plus haut, on a énormément de nouveaux qui nous rejoignent, et malheureusement aussi, lorsque les marchés baissent, on en a beaucoup moins. Et c'est dommage parce que c'est là, c'est maintenant qu'il faut vraiment s'intéresser aux marchés. C'est quand les marchés baissent qu'il faut se former et éventuellement derrière investir. C'est là où se génèrent les plus belles opportunités. Donc vraiment, je l'ai dit, je le redis, j'insiste, si vous ne vous formez pas dans les marchés qui baissent, vous vous formerez jamais. Donc ce marché-là est un marché complexe, certes, mais il est source d'opportunités. Je remercie bien entendu mes chers partenaires, Trade Republic, Bitvavo, Urutia Gestion Privée, ProRealTime, Ocoffre et Investing, qui me permettent à ce jour de réaliser tous ces contenus pour vous gratuitement. La semaine dernière, eh bien, nous avions eu en remplacement notre cher Xavier, qui est expert également trader sur les programmes MTT, qui m'a remplacé. Donc merci pour d'ailleurs vos messages bienveillants à son égard. J'étais très content, Xav, d'avoir eu beaucoup de messages sympas et donc voilà, qui l'ont encouragé à revenir. Bah, écoutez, si ça vous plaît, on refera de temps en temps eh bien, ce format-là, hein, avec voilà, une vision différente, alors pas totalement différente quand même, hein, mais une vision un petit peu différente des marchés, des actions, de la manière de trader également, d'évoquer les stratégies aussi. C'est toujours très intéressant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. C'est pas moi qui ai une manière meilleure que la sienne ou le contraire.
c'est tout simplement des manières différentes. Et comme je le dis souvent, il faut essayer de s'inspirer des choses qui nous parlent le plus pour construire autour de nous, hein, pour construire sa propre manière d'aborder les marchés et d'être à l'aise. Donc voilà, c'était vendredi dernier, bien sûr, la vidéo est disponible. En plus, Xav aborde souvent des valeurs différentes aussi. Là aussi, on a tous nos petites habitudes, nos petites valeurs qu'on aime bien. Donc lui, notamment, est souvent plus axé que moi, c'est vrai, sur les biotech et les toutes petites capitalisations. C'est sa force, d'ailleurs. Et moi, c'est vrai que je suis plus pour être... ouais, vous avez l'habitude, hein, j'en fais bien sûr des small caps, mais beaucoup moins qu'avant. Voilà, pour des raisons de liquidité, etc. De temps aussi, il faut dire, mais surtout de liquidité. Et je préfère m'orienter plus sur les grandes capitalisations, mais encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Chacun son style. Cette semaine, on parlera bien sûr, donc vous avez vu, hein, c'est une semaine de 4 jours, marchés seront fermés, notamment les marchés français, demain, donc vendredi, puisque c'est jeudi soir au moment où j'enregistre cette vidéo. Lundi également, les marchés français seront fermés. Je crois que Wall Street est ouvert, mais les marchés français seront fermés. Donc on a 4 jours où, entre guillemets, on va pouvoir respirer. Et on a un marché, effectivement, aujourd'hui qui souffre un petit peu. On est pratiquement voilà, à 1 heure et demie de la clôture, mais des marchés qui ont souffert malgré un rebond sur toute la semaine. On va essayer d'analyser ça ensemble. Donc le marché repart, mais à la baisse. Et on parlera, bien entendu, on fera une analyse rapide, hein, économique, macroéconomique, voire même géopolitique. On parlera ensuite, bien sûr, du CAC 40 et du CAC Small, de Schneider Electric, Capgemini, Alten, Total Energy, toujours extrêmement résiliente, bien sûr. Air Liquide, très, très résiliente aussi, au contraire de Hermès, qui ne cesse de baisser, Stellantis et Silor également, qui ne cesse de baisser, LVMH également en difficulté. D'ailleurs, Hermès et LVMH publieront, je crois, très bientôt également. Je crois que, il me semble que c'est la semaine prochaine ou dans la quinzaine. Soitec également, hein, qui depuis les recommandations ne cesse de chuter. On essaiera de regarder ça. On aura du Vinci, on aura du Swear, du Step, du Planisware, Sanofi, Steve, Carrefour. C'est Steve d'ailleurs qui a beaucoup morflé, hein, ces dernières semaines. Carrefour qui tient toujours très bien, SMCP, Edenred qui est en grande difficulté également, Bisemiconducteur, ASML, Vicat, Saint-Gobain, Michelin, Sodexo, Veolia, Calray, Neuron, Piscine des Joyaux, Katana également en grande difficulté, Wavestone, Valorec, elle en revanche très résiliente. On partira ensuite aux États-Unis avec American, je l'ai mal écrite, excusez-moi, Express, Visa, Mastercard, Booking, Robinhood, Uber, Ferrari, c'est la cotation américaine qu'on va regarder, mais bien sûr que c'est une action italienne, Nvidia, Nike qui a fortement chuté hier, et on fera le point également sur Microsoft. Difficile de vous trouver des titres à suivre, j'essaye toujours de vous trouver quelque chose, évidemment c'est des contextes de marché plus compliqués, mais je vous ai trouvé 3 petits titres à regarder, à suivre, voilà, même si c'est pas des convictions fortes, mais il y a quand même peut-être des choses à regarder. On terminera bien sûr par le screener Trend Following, comme d'habitude. Merci 1000 fois, bien entendu, pour eh bien, vos messages, vos soutiens, etc. J'en profite pour activer ma webcam. C'est vrai que généralement quand les marchés sont au plus haut, c'est là où il y a beaucoup de création de contenu sur les différents réseaux, beaucoup de vidéos à droite et à gauche, et souvent quand les marchés baissent, beaucoup de Fred, beaucoup d'explications de pourquoi Hermès coûte si cher, pourquoi LVMH coûte si cher, pourquoi Novo Nordisk coûte si cher, etc. Et puis c'est vrai que quand ces actions s'écroulent, il n'y a plus grand monde, malheureusement, et bon, ben, moi je préfère vous accompagner plutôt dans les moments difficiles, même si évidemment on est plus enclin à recevoir des critiques, c'est normal, puisque tout le monde est un petit peu frustré, on le voit sur sur les réseaux sociaux, évidemment. Le 15 janvier, tout le monde sortait ses portefeuilles avec des performances exceptionnelles en 15 jours, et depuis, effectivement, plus personne ne les sort, et ça génère de la frustration. Donc voilà, l'idée évidemment c'est toujours d'essayer dans ces vidéos-là, avec mes qualités et surtout mes nombreux défauts, de prendre du recul au mieux que je peux pour vous donner non pas des conseils, parce que je suis personne pour vous donner des conseils, mais voilà, vous faire part un petit peu de mon expérience, de ma vision des choses, encore une fois, avec mon lot incalculable d'erreurs, mais ce que j'essaye toujours de faire, c'est de vous donner un petit peu des directions, de vous dire également quand il n'y en a pas des directions, d'ailleurs c'est un peu le cas, hein, depuis un mois, vous avez vu, je me suis relativement peu mouillé, c'est assez rare de ma part,
parce que c'est vrai que c'est un marché qui, pour moi, encore une fois, qui représente un petit peu l'année 2026 qu'on attendait, dont on avait parlé beaucoup, notamment toute l'année dernière. On s'attendait à une année 2026 comme ça, on est en plein dedans. Une année, beaucoup de zigzags, beaucoup de digestion. Quand on prendra du recul, je pense, sur cette année 2026, peut-être en 2027, même peut-être plus tard, on s'apercevra finalement, à mon avis, vous savez, comment dirais-je, c'est ma vision en tout cas, on s'apercevra qu'on est sur des grandes figures de congestion de long terme. Voilà, donc merci en tout cas pour vos soutiens, c'est vraiment sympa, et notamment aux plus anciens qui sont là depuis plusieurs années déjà et qui, vidéo après vidéo, eh bien, relaient et font des commentaires toujours extrêmement bienveillants. Alors, concernant la saisonnalité, parce que c'est toujours pareil, la saisonnalité, elle a de l'importance pour moi, même si évidemment il ne faut pas regarder que ça, sinon ce serait trop facile. Mais le point positif, c'est que le mois d'avril est plutôt un mois, en général, qui est positif sur les marchés financiers, du moins sur le S&P depuis 1928 à nos jours, on a à peu près 64% de chances d'être positif. 64%, ça ne veut pas dire 100%, mais ça veut dire qu'on a quand même des statistiques plutôt favorables. C'est la même chose également pour le Nasdaq, donc c'est vrai que c'est un élément en l'occurrence favorable. Lorsqu'on regarde également la courbe des performances, on s'aperçoit que sur le S&P 500, on est plutôt, donc on a eu un rebond, hein, donc là pour le coup la saisonnalité, on peut dire, quand on regarde ce graphique-là, alors évidemment la volatilité elle est peut-être plus grande en ce moment, mais quand on regarde ce graphique-là, ben, on est plutôt sur, en effet, un mois de février qui a été très compliqué, un mois de mars également où sur la première partie ça a été compliqué, la dernière partie du mois de mars a généré un peu de rebond, et donc toute la question est de savoir si ce rebond-là va perdurer. On voit qu'aujourd'hui le marché recule un petit peu, est-ce que ça remet ce rebond-là en question? Ça aussi, on va aller voir dans les détails techniques un peu ce qu'il en est. Lorsqu'on regarde indice par indice, nous avons à peu près le même phénomène également sur le Dow Jones. On le voit, le Dow Jones avec un mois de mars un peu en zigzag, mais derrière, le mois d'avril est plutôt un mois généralement porteur. Plus ou moins la même chose pour le Nasdaq, qui est plutôt un peu plus résilient, du moins moins volatile bizarrement que dans la performance. Je parle là, bien sûr, que le Dow. Et le DAX, lui, l'indice allemand, c'est un petit peu pareil avec rebond potentiel fin mars, qui a plutôt un petit peu été le cas, et avant un mois d'avril qui est plutôt pas mal, avant d'avoir effectivement mai, lui en revanche, un petit peu plus en zigzag. Le CAC 40, c'est celui qui est le plus à même de rebondir. Il a bien rebondi, il a repris 500 points quand même, hein, c'est pareil, on le verra techniquement. Il a quand même bien rebondi cette semaine. Encore une fois, la séance d'aujourd'hui tempère un peu hein, les ardeurs sur ce rebond-là, mais on constate quand même qu'on est passé de 7500 à 8000 points quand même en 3-4 séances. Donc, preuve que quand même, c'est un marché qui reste quand même, qui a toujours cette psychologie de fond, on le verra aussi sur les graphiques, quand même haussière. Et surtout, tout le monde a toujours la sensation qu'il ne faut pas laisser passer la moindre petite opportunité, même si là aussi, on va le voir, les opportunités et les replis, contrairement à ce que beaucoup disent, n'ont pas été si extraordinaires que cela. Au niveau donc des publications, bon, on a bien ralenti hein, sur les publications, y compris américaines. On en a eu quand même quelques-unes, notamment Beyond Meat et surtout Nike. Mauvaise publication hier également. Hein, Nike a fait moins 15. Donc on verra le graphique d'ailleurs en fin de vidéo. Et donc on va s'attaquer désormais eh bien à la partie macro, éco, etc. Commentaire de marché, le marché repart mais à la baisse, puisque nous avons après 3 séances de rebond lundi, mardi, mercredi, des marchés européens qui ont abordé la séance d'aujourd'hui avec un petit peu plus de nervosité. Ça devrait être le cas, c'est le cas également au moment où je vous parle. Je crois des marchés américains qui sont dans le rouge, donc je regarde, oui, on a voilà, le Dow Jones qui abandonne 1%, tout comme le S&P 500 et le Nasdaq, moins 1,50. Mais voilà, on a aussi cette sensation de zigzag par rapport aussi à une digestion d'un rebond sur les 3 premiers jours de la semaine qui a été quand même pas mal. Donc les investisseurs réduisent à nouveau leur exposition, aussi peut-être devant les jours fériés. On se dit que 3 jours sans marché, ça fait 3 jours où Trump va pouvoir annoncer beaucoup de choses et donc créer beaucoup de volatilité.
les investisseurs aussi, peut-être, ont voué des rebonds techniques et se disent que, après ce rebond technique-là, s'il leur est favorable, on ne prend pas de risques supplémentaires, on prend les bénéfices et on s'en va et on verra éventuellement lundi ou mardi, selon si vous êtes français, européen ou américain. Le soulagement du début de semaine laisse place à un climat beaucoup plus fragile, c'est vrai. Le changement de ton vient en grande partie des dernières déclarations, notamment hier soir, de Trump, qui a évoqué de nouvelles frappes très dures contre l'Iran dans les prochaines semaines. Ce discours refroidit clairement l'hypothèse d'une sortie diplomatique rapide et ravive un petit peu le scénario d'un conflit plus long avec davantage d'incertitudes pour les marchés, même si Trump, quand même, hier, dans son discours, a quand même été relativement clair sur le fait que il n'allait pas s'éterniser en Iran. Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il va avoir des surprises? Et c'est vrai que même s'il dit dans 2 ou 3 semaines on sera parti, il peut se passer tellement de choses d'ici là, et je dirais même si on a des cours du pétrole qui continuent de monter pendant 2 ou 3 semaines, ça va coûter extrêmement cher, non pas qu'aux États-Unis, mais je dirais à l'économie mondiale. Et à nous, pauvres petits particuliers, évidemment, qui en subissons, notamment européens et français, les conséquences. Il suffit d'aller faire le plein de sa bagnole pour s'en rendre compte, évidemment. Donc la réaction la plus forte se voit évidemment sur l'énergie. Le Brent a rebondi de près de 6%, le WTI de près de 5%, ce qui montre que le marché craint à nouveau une tension durable sur l'approvisionnement, notamment autour du détroit de Hormuz, le fameux. Et quand le pétrole repart brutalement à la hausse, ce qui est le cas, cela remet immédiatement de la pression sur les actions et sur le sentiment global, puisque bien évidemment, qui dit augmentation bien sûr des coûts de l'énergie, dit augmentation des coûts de production, dit augmentation des coûts pour les consommateurs, et dit potentiellement, si les consommateurs n'ont pas l'argent, dit potentiellement moins de ventes. Évidemment, si vous vendez encore une fois un produit habituellement à 100 € et que à cause des coûts de l'énergie, vous devez, en gardant les mêmes marges, le vendre à 110, il y a fort à parier que si en face, les acheteurs ne se sont pas enrichis, ils consommeront moins. Ou alors, inversement, si vous voulez uniquement garder les mêmes prix, vous êtes obligé de rogner sur vos marges, et donc potentiellement, vous pouvez mettre en difficulté votre entreprise, ou en tout cas avoir des résultats moins bons. Donc dans les deux cas, effectivement, il y a un impact réel sur l'économie, quoi qu'il en soit. Donc, et puis derrière, effectivement, si votre entreprise fait moins de bénéfices, ça génère quoi? Ça génère des économies de coûts, de charges, et donc potentiellement, in fine, bien sûr, des économies sur les contrats de travail, sur l'emploi américain, l'emploi mondial, etc. Derrière, chômage, derrière des coûts également pour l'État, etc., etc. Plus tout ça, évidemment, lié aussi à l'augmentation des taux. Bref, il y a énormément, c'est pour ça que vous le voyez bien, depuis le début de ce conflit, moi je suis extrêmement comment dirais-je, je prends beaucoup de recul là-dessus, parce que si vous voulez, c'est difficile de prendre position sur les impacts, tant ils sont nombreux en même temps, et tant ils sont liés aussi entre eux. Il y a de la politique, la géopolitique, il y a de l'inflation, il y a de l'impact sur la croissance, il y a de l'impact sur le chômage. On a les chiffres du chômage d'ailleurs demain à 14h30, le taux de chômage mensuel aux États-Unis qui va sortir. Bref, vous voyez, il y a tellement de paramètres, si vous voulez, qui sont là en même temps, que franchement, connaître une issue me semblerait extrêmement présomptueux. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, sur du long terme, il faut payer les zones qu'on avait prévu de payer sans trop regarder. Et sur du court moyen terme, il faut rester quand même très prudent sur la gestion de notre risque. Voilà, donc à cette tension politique s'ajoute un facteur technique important. Les places européennes, c'est ce que je disais tout à l'heure, ferment à partir donc de demain pour un long week-end de Pâques, et nous rouvrirons comme mardi notamment pour la France. Dans ce contexte, beaucoup d'intervenants préfèrent réduire la voilure plutôt que de conserver des positions pendant plus de 4 jours sans pouvoir réagir. Et là aussi, là pour le coup, c'est Trump quelque part qui fait un petit peu de mal. La séance reste d'autant plus sensible que plusieurs statistiques américaines arrivent, et notamment donc la balance commerciale et surtout le rapport, le fameux mensuel sur l'emploi, attendu donc demain vendredi à 14h30 de mémoire. Autrement dit, les marchés doivent composer à la fois avec donc le risque géopolitique, la hausse du pétrole, et un calendrier macro qui reste quand même très dense, et on va voir surtout si ce calendrier macro, et si la macro
commence à être impacté. Cela suffit largement à entretenir donc un climat de tension, bien sûr, à court terme, de nervosité, je dirais même au-delà de la tension, de nervosité effectivement à court terme. Donc petit retour au niveau des publications. La semaine prochaine, on aura encore très peu de publications. Ici, vous avez les principales publications néerlandaises, françaises et belges. Donc, notamment, vous aurez du Robertet, pour ceux qui la suivent, qui devrait publier. Sodexo également, qui va être d'ailleurs dans cette vidéo. Donc, c'est à noter, hein, bien sûr, si vous voulez investir dessus, notamment sur le court moyen terme. Donc, faites attention. Nous, à titre personnel, moi, à titre personnel, du moins, en swing trading, je ne joue pas je ne joue jamais les publications. Long terme, vous êtes obligé de les jouer parce que sinon, vous allez sortir 4 fois par an vos lignes. Donc long terme, évidemment que vous jouez, mais le money management n'est pas le même, et la taille de vos positions ne sont pas les mêmes dans le portefeuille. Calendrier des dividendes, ça va commencer à arriver, hein. Donc on a Sinno Giro et une caisse régionale Crédit Agricole, je crois que c'est Picardie ou Bretagne, je sais plus. Picardie, il me semble, qui va également détacher. Petit retour sur la macro également, désormais. Donc, on a effectivement des marchés américains qui ont baissé, certes, mais on le voit qui ne sont pas non plus sur des niveaux hyper intéressants. Oui, il y a eu effectivement, ça a soufflé un petit peu, hein, certes, mais on n'a pas non plus des baisses absolument énormes. Et lorsqu'on regarde les différents ratios, même si apparemment le monde a tellement changé que les ratios avant ne servent plus à rien, c'est ce que j'ai pu lire comme bêtise, hein, le monde a changé, oui, dans la forme, oui, bien sûr que le monde a changé, heureusement d'ailleurs, mais dans le fond, il n'a pas changé. Et j'ai envie de dire, dans les années 70, le monde avait changé par rapport aux années 50. J'ai envie de dire que le monde des années 50 n'était pas le même des années 30, et pour autant, les ratios étaient les mêmes, et pour autant, globalement, les marchés ont corrigé à chaque fois qu'il y avait des ratios qui étaient extrêmement élevés. Et là encore, on l'a vu, ces derniers mois, les ratios ont été élevés, et ça a sanctionné. Alors, pas trop, c'est vrai, sur les indices, quoique, mais quand on regarde de manière individuelle, beaucoup d'actions, on l'en verra dans cette vidéo, encore une fois, hein, les Hermès, les Essilor, etc. Bon, à un moment donné, quand vous payez 40 ou 50 fois les bénéfices, vous avez beau dire que le monde a changé, vous faites défoncer. Donc là aussi, avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de recul par rapport à ça. Arrêtons de croire, s'il vous plaît, alors heureusement c'est une minorité, mais arrêtons de croire que le monde d'aujourd'hui est très différent du monde d'hier. Encore une fois, il l'est peut-être sur la forme, il l'est peut-être sur l'évolution technologique qu'il y a toujours eu, mais sur le fond, la psychologie des foules n'a pas changé. D'ailleurs, quand vous regardez les graphiques des années 2020, des années 2010, des années 80, des années 70, vous avez des graphiques qui sont très similaires. Les patterns sont toujours les mêmes. Et pourtant, vous êtes gavé d'algo aujourd'hui. Donc, ce qui prouve que la représentation de la psychologie des foules par les prix est toujours la même. Là aussi, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Arrêtons de croire que notre génération, elle est meilleure, elle est plus forte, elle est plus intelligente. Il n'y a rien qu'à changer en réalité. Le monde a évolué, certes, j'en suis convaincu comme vous, hein, évidemment, hein, Internet, l'IA, etc. Mais la révolution Internet était une révolution au moins aussi forte que la révolution IA. Qui sera au moins aussi forte qu'en 2040, une nouvelle révolution, pourquoi pas des robots qui nous commandent, j'en sais rien. Voilà, donc les révolutions industrielles et technologiques ont toujours été, elles seront toujours là, et pour autant on voit que les graphiques, quand on les regarde, ils n'ont pas changé, ils sont pas plus volatiles qu'avant, ni moins d'ailleurs, c'est à peu près pareil, il y a des périodes où c'est plus, il y a des périodes où c'est moins, il y a des périodes d'excès à la hausse, il y a des périodes d'excès à la baisse. Donc là aussi, retenir beaucoup d'humilité, et on y reviendra notamment avec ce qu'a dit Warren Buffett cette semaine, hyper intéressant, quel panache ce type, c'est quand même assez incroyable à 95 ans. Bref, on y reviendra, mais c'est vraiment très intéressant ce qu'a dit Warren Buffett. Donc on est sur une correction de marché de 10% sur le S&P 500, ce qui est franchement très peu. Hein, très peu par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. La moyenne en général est plutôt aux alentours de 20 lorsqu'on a des drawdowns un petit peu plus importants. On peut avoir plus, on peut avoir moins, mais pour le moment on est sur une correction. Une petite correction de 10%, franchement vraiment pas méchante. Est-ce que c'est une opportunité d'achat fabuleuse sur certaines actions? Je considère que oui.
On en a vu beaucoup ensemble. J'ai fait notamment encore, c'était lundi ou mardi, je sais plus, un webinaire, lundi je crois, un webinaire avec Investing. On a abordé encore pas mal d'actions qui pouvaient être sur des zones intéressantes. Donc oui, au cas par cas, mais par contre dire que toutes les actions ou la majorité des actions aujourd'hui sont revenues sur des niveaux de valorisation intéressants, pour moi c'est complètement faux. Donc effectivement, à court terme, on est sur un cinquième, on a vécu un cinquième week-end de baisse sur le S&P 500. On s'aperçoit que c'est assez rare quand même, hein, depuis 1965. En général, entre 5 et 6 semaines de baisse consécutives, c'est un peu, voilà, c'est un peu un excès entre guillemets baissier. C'est un peu une zone de survente, si on peut dire. Et en général, il y a à minima un rebond. C'est pour ça que d'ailleurs les marchés ont un petit peu rebondi. On est toujours aussi dans un climat d'extrême fear. Donc de peur extrême, puisqu'on est à 14, on a connu plus bas, mais en tout cas, voilà, on est clairement sur un marché, oui, qui est pas serein, qui a peur, qui fait effectivement attention à ce qu'il fait, et je dirais que franchement, c'est peut-être pas plus mal. Donc j'en reviens à Monsieur Warren Buffett. Alors c'est très rigolo, hein, puisque Warren Buffett, vous vous souvenez, hein, quand il avait accumulé du cash, il y en a beaucoup qui disaient que ça n'avait rien à voir. Alors, ils voulaient se rassurer, évidemment, hein, quand on est très exposé, quand on voit Warren Buffett fait une tonne de cash, on se rassure en disant que non, mais Warren Buffett, il a fait du cash tout simplement parce que il a une volonté pour sa succession, blablabli, blablabla, etc., etc. Donc voilà. Vous savez ici même ce qu'on disait, hein, pour le coup, dans ces vidéos, ce qu'on disait tous ensemble, c'est que c'était pas du tout sa mentalité, que si, moi j'étais le premier à vous dire que s'il avait voulu préparer sa succession, il n'aurait pas attendu 95 ans pour le faire. Évidemment, quand on prépare sa succession, en général, on la prépare à partir de 60-70 ans, c'est là où on commence à faire les choses importantes. D'ailleurs, en France, c'est les contrats d'assurance vie après 70 ans. C'est pas pareil pour les États-Unis, bien sûr, mais pour dire que les contrats d'assurance vie en France, à partir de 70 ans, vous n'avez plus les mêmes avantages qu'avant. Donc en général, voilà, on commence à préparer ses successions à 60-70 ans, pas à 95. Et donc, très marrant cette semaine, alors qu'il avait pas dit grand chose justement sur le pourquoi, voilà, pourquoi il faisait autant de cash. Et ben cette semaine, il a été interrogé et il a dit qu'est-ce que vous pensez de la baisse des marchés. Et il a dit, pour ma part, je conseille toujours autant Berkshire Hathaway, je suis toujours aussi investi intellectuellement auprès de ma société ex-société. Et il a dit que pour lui, la baisse, oui, c'était une baisse, voilà, mais qu'elle ne méritait pas un déploiement massif de cash, et qu'en revanche, si le marché venait à corriger davantage, il y aurait un déploiement massif de son cash. Donc, ce qui prouve bien, en fait, par A plus B, que ce type-là, quel panache, encore une fois, à 95 ans, attendre une baisse des marchés pour investir tout son cash, moi je trouve que c'est extraordinaire, quand je vois que ce mec est souvent moqué parce que c'est un has-been ou je sais pas quoi. C'est assez extraordinaire. Vraiment, voilà, quel panache. Moi, je suis admiratif de ce monsieur-là. Et voilà. Et donc, c'est une leçon, d'un gars, en fait, qui tout simplement, quand les niveaux de valorisation sont trop élevés, il a un regard objectif. Il amasse du cash, peut-être un peu trop parfois, c'est vrai. Peut-être un peu trop tôt aussi, c'est vrai. Mais par contre, c'est un gars surtout qui a fait sa fortune par des opportunités massives. C'est un mec qui a fait sa fortune beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'il a acheté lorsque les actions étaient totalement massacrées. Et il pense que lui, contrairement à nous qui sommes la nouvelle génération et qui croyons avoir tout appris, que le monde n'a pas changé et que le marché a fait un excès haussier et qu'il est tout à fait capable de faire un excès baissier. Et il le paiera à 95 ans. Donc c'est fabuleux. C'est une belle leçon, et d'ailleurs, quand on regarde avec pédagogie les graphiques des valorisations, hein, on s'aperçoit que il a raison. On s'aperçoit que même on dit que les PE forward sur les 20 dernières années est pas cher, ben c'est faux. Hein, vous avez un PE forward qui est à 20, alors que la moyenne est plutôt à 17 sur les États-Unis et qu'on est au-dessus pour la plupart des pays. Si ce n'est l'Europe, on est à peu près, ça va dans la moyenne. Éventuellement, mais sinon globalement tous les pays du monde on est cher, on est encore très cher, donc faut pas l'oublier. Faut pas oublier tout ça. Donc on a beaucoup baissé et effectivement on peut jouer un rebond. Moi je pense, je vous dirai un petit peu mon scénario, même si vous le connaissez, mais je pense qu'on peut continuer un petit peu ce rebond là pendant quelques semaines. Mais globalement, est-ce que ça va nous permettre de remonter sur des plus hauts, même si la guerre s'arrête, etc. Je ne sais pas, je pense que
cette guerre va laisser des traces. Déjà en termes évidemment d'endettement, hein, les taux, vous avez vu, reviennent quasiment sur les pics des années 90. Je pense également que la performance, on l'a vu, de l'énergie, bon, des utilities et consumer staples toujours, de l'industrie, etc., aussi, grâce à cette inflation, va impacter beaucoup d'autres valeurs. Vous le savez aussi, lorsque plus personne ne parlait du sujet de l'inflation qui était mis de côté, ici même, je vous ai dit, attention, le sujet de l'inflation est un sujet qui va revenir sur le devant de la scène. Honnêtement, je ne pensais pas que la guerre allait arriver si vite et que ça allait propulser ce sujet-là, mais ça a été le cas. Donc, évidemment, il y a des similitudes qui sont à faire avec les années 70 à aujourd'hui. Je pense pas, encore une fois, qu'on ira sur des pics comme on a eu, en tout cas, pas si haut, pas si longtemps. Donc voilà, on verra, hein, c'est possible, mais je pense pas. Nous verrons bien. On est toujours bien sûr sur une situation aussi où eh bien, la récession tape à la porte. On verra demain les chiffres de l'emploi, bien sûr, américains. Donc il y a beaucoup, beaucoup de signaux qui se sont enclenchés. On sait aussi que lorsque le pétrole augmente fortement, eh bien, par le passé, ça a toujours déclenché des récessions. On a tous les indicateurs macro qui se sont retournés. On a des vrais risques de crédit sur la tech. Je pense que c'est ça aussi qui fait que la tech souffre. Et on le voit, ça c'était le graphique qui s'était arrêté à 2022, mais à chaque fois qu'on a des pics, ce qui a été le cas aussi hein, pour cette fois-ci, qu'on a des pics de variation du pétrole de plus de 50%, eh bien, systématiquement, derrière, nous avons une récession. C'est la raison pour laquelle je ne change pas un soupçon de ce que je vous dis depuis des mois et des mois et des mois et des mois, ici même sur cette chaîne, c'est que je pense qu'on rentre dans un marché qui va se mettre, qui est en train, qui s'est déjà mis probablement en range sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de marchés, notamment les marchés qui se sont mis en croissance. Je parle ici même des États-Unis beaucoup, de l'Europe aussi dans une moindre mesure, mais je parle même de l'Inde. L'Inde qu'on a beaucoup poussé ici même en 2023 et en 2024. Déjà l'année dernière, on disait attention, l'Inde c'est bien valorisé, tout le monde s'intéressait à l'Inde. Et là, je pense que l'Inde fait exactement ce que fait les États-Unis, c'est-à-dire que l'Inde se met en range. Je pense qu'on va avoir des périodes de range comme ça, on va aller titiller les plus hauts, on va casser le plus haut avant de repartir en bas, on va casser le plus bas avant de repartir en haut, et ça va être quelque chose qui peut durer comme ça, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être même plus. Voilà. Là aussi, au niveau de la saisonnalité et l'analogie qu'on peut faire avec la période de 98 à 2000, je pense qu'on peut vraiment s'orienter vers 1 à 2 années, vraiment comme ça, avec des plus hauts, des plus bas, mais globalement, quand on prendra du recul, il ne se sera pas passé grand-chose. En tout cas, pour cette année 2026, pour moi, c'est quasiment acté. Je pense que jusqu'au probablement mois d'octobre, voire mois de novembre, il va pas se passer grand chose, encore une fois, sur la période de long terme. On va avoir beaucoup de zigzags, propices, bien entendu, au stock picking, notamment de long terme. Voilà, encore une fois, aller chercher des valeurs qui, au cas par cas, sont décotées. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Voilà, on peut avoir là aussi sur le mois d'avril, encore une fois, ce petit regain d'énergie, mais je pense que globalement ensuite, pour les 2 trimestres qui suivront, ce sera compliqué. Voilà, ce sera compliqué, ce sera haché plutôt que compliqué, je dirais haché. Haché est compliqué. En général, quand c'est haché, c'est compliqué, c'est pas faux. Donc voilà, on sait aussi que c'est souvent ce qui se passe en année voilà, de mid-term. Donc je ne serais pas surpris que ce soit comme ça. Vous le savez, c'est notre scénario depuis l'année dernière. On s'attendait à ça. Je pense qu'on peut avoir encore une fois voilà, ce rebond ici avec la baisse de la volatilité. C'est le VIX. Hein. Donc quand le VIX baisse, en général, on a un marché porteur. Mais je pense que derrière tout le reste de l'année, on aura un marché avec la volatilité qui va réaugmenter. Pourquoi pas peut-être même avec l'impact de tout ce cinéma sur malheureusement les entreprises et l'économie. Je pense que la macro va nous revenir en pleine gueule. Je pense que eh bien voilà, malheureusement on va payer la facture. Là aujourd'hui on paye la facture uniquement sur le plein d'essence, ce qui est déjà beaucoup, hein, vous allez me dire. Mais je pense qu'en fait l'impact que potentiellement, surtout si ça dure, je pense que l'impact qu'on va avoir, on ne le mesure pas encore, franchement. Et les entreprises ne le mesurent pas encore. Donc ça va être compliqué. Après, concernant les taux, beaucoup me disent oui, mais les taux aussi, ça va avoir de l'impact. Les taux, je suis pas très inquiet concernant les taux. Moi, je pense que les taux vont pas monter beaucoup, beaucoup. Enfin, ils peuvent monter beaucoup, beaucoup, mais pas longtemps.
Pourquoi? Parce que tout simplement, derrière, il y aura une récession qui sera grave et les taux vont se faire défoncer. Et derrière, on n'aura pas d'autre choix, si vous voulez, que de refaire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire rebaisser les taux pour relancer la croissance, etc. Toujours les mêmes principes, les mêmes cycles, hein. Donc voilà, grosso modo, moi, à quoi je m'attends. Évidemment, vous avez pu voir, il y a tellement de paramètres que c'est difficile de vous dire si ça bouge, ça va bouger, si ça bouge, ça va bouger. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité là-dessus, beaucoup de recul. Il faut, à mon sens, ajuster ses plans long terme tels qu'on les a écrits au départ. Et sur le court moyen terme, par contre, très très bonne gestion du risque. À la limite, c'est pas très grave si on a un taux de réussite qui baisse, mais avoir par contre une gestion des positions, une gestion du money management et une gestion du risque vraiment très stricte. Il n'y a que ça pour pouvoir survivre dans ces marchés-là. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire sur cette première partie. Bien évidemment, cette semaine, vous aurez beaucoup de choses, notamment la table des investisseurs, je vous rappelle qu'elle est gratuite. Donc vous pouvez bien sûr vous abonner, vous aurez le suivi du portefeuille Forteresse qui en 15 mois a réalisé une performance de plus de 15% en euros s'il vous plaît. Donc voilà, on est évidemment très content, hein. Je rappelle que c'est un portefeuille passif, hein, où il n'y a pas d'ajustement à faire. Vous pouvez bien sûr le rejoindre, c'est totalement gratuit. Cette semaine, donc, vous aurez la lettre mensuelle institutionnelle, bien sûr, avec mon cher ami Trado, qui m'a fait le plaisir donc eh bien, de vous faire même un petit webinaire vidéo pour une stratégie Ishimoku. On aura Olivier Rossi de Urrutia Gestion Privée qui va vous parler de tout ce qu'on peut mettre dans un contrat d'assurance vie. Et vous allez être très surpris parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'on peut mettre un nombre de choses incalculables, y compris des actions. Voilà, des actions, je parle vraiment individuelles, hein, dans un contrat d'assurance vie. Bref, vous verrez ça. On aura bien sûr une partie sur le Bitcoin, bien sûr, sur les crypto-monnaies, et nous aurons bien sûr Jean-François Fort de Haut Coffre et de toute l'équipe que j'embrasse, que je salue, qui viendra nous expliquer pourquoi. Et ça, c'est vrai que c'est une question qui est beaucoup revenue. Pourquoi l'or a chuté alors que, logiquement, en pleine crise, on devrait avoir l'or qui explose à la hausse et il va vous expliquer, du moins c'est ce que tout le monde pense, il va vous expliquer cela dans cette newsletter. Pour rappel, la table des investisseurs, bien sûr, c'est 100% gratuit. On attaque avec, bien entendu, notre cher ami, le CAC 40. Donc, encore une fois, on est un peu moins d'une heure de la clôture. On a un CAC 40 en unité de mensuel. Donc, on va faire l'analyse de manière extrêmement simple, toujours pareil. Sur l'unité de temps long terme, on va dire qu'on est légèrement baissier. Alors, la moyenne mobile à 10 mois est flat, on va dire. On est légèrement en dessous. D'ailleurs, on bloque pour le moment dessus. Donc à long terme, on va dire neutre à baissier. À moyen terme, là en revanche, c'est très clair, on est bien baissier, puisqu'on est sous la moyenne mobile à 10 semaines qui est baissière. Et à court terme, nous sommes également là en revanche, non j'allais dire également, mais non, nous ne sommes pas également. Là en revanche, nous sommes haussiers à court terme, puisqu'on est repassé au-dessus donc, de la moyenne mobile à 10 jours, qui est en train de se réorienter correctement. Donc pour moi, j'ai publié hier ou avant-hier, comme quoi effectivement cette zone-là, la zone des 8000 est une zone de résistance. Pour le moment, c'est vendu, mais je ne perds pas encore, on va dire, mes croyances sur un rebond plus profond, car pour moi, on va attaquer, et la semaine prochaine va être déterminante pour ça, on va attaquer la période, si vous voulez, de congestion. Et moi, ce que j'attends, en fait, de cette période-là, c'est de voir un petit peu. Donc, on a effectivement le rebond, paf. On a la correction, très bien. Maintenant, moi, je veux la construction, qu'on n'a pas depuis longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de construction. Regardez un petit peu la volatilité, les volumes qui sont très importants. Moi, maintenant, ce que je veux, c'est une période, vous voyez, un petit peu comme ça. Une période un petit peu comme ça, avec des volumes quasiment absents. Regardez un petit peu, voilà, cette période-là, vous voyez, toute cette période-là, très peu de volume. Voilà, très peu, je peux vous le faire comme ça, voilà. Très peu de volume, très peu de volatilité, dupliqué, très peu de volume, très peu de volatilité, et derrière, une éventuelle cassure. Alors, non pas pour aller chercher les plus hauts historiques, hein. Alors ça, c'est si ça se passe bien, mais j'y crois moyen, pour être tout à fait franc, mais au moins pour aller se jouer en mode pullback sur le biseau ascendant cassé. C'est-à-dire au moins aller revenir, pourquoi pas, chercher cette zone-là, des 8002, 8250, quelque chose comme ça.
Et après, nous verrons si effectivement cette cassure ici et ce pullback sur ce biseau sera entraîné par quelque chose, voilà, par le haut, mais je suis pas trop confiant. Je pense que derrière, on aura pour moi la vraie correction de marché qui va durer des semaines, voire des mois. Voilà, donc pour moi, scénario principal aujourd'hui, même si encore une fois, vous avez bien compris que je faisais très attention à ce que je dis parce que on est évidemment dépendant et au moment même peut-être où je fais cette vidéo, bah, Trump va dire quelque chose qui va annihiler, qui va tout faire casser par le bas tout de suite. Mais pour moi en tout cas, ce que je dis, c'est que pour moi, tant qu'on est au-dessus des 7008, je considère que ce rebond n'est peut-être pas terminé et qu'on pourrait même, en cas de cassure des 8000, aller chercher donc la zone des 8002, 8003 éventuellement. Voilà, grosso modo, mon scénario. Donc, je suis toujours sur le swing trading acheteur, à condition, encore une fois, surtout, ce que j'attends encore une fois la semaine prochaine, c'est d'avoir une belle congestion qui se forme. Voilà. On n'oublie pas toutefois que, pour moi, hein, on est toujours dans un biseau ascendant de long terme, on l'a pas cassé par le bas, on a cassé le biseau ascendant de court terme, mais celui de long terme, on est toujours dedans. Sur les small caps, eh bien, c'est un peu moins bien. Là, on est toujours aussi dans cette période de congestion. On le verra également ici en unité de temps journalière. Bon, on est venu faire le pullback, on a traîné, derrière on a cassé. Donc là aussi, est-ce que derrière on peut aller chercher un petit peu plus haut? Je sais pas. Ou alors est-ce que carrément on aura une attaque baissière ici dans la zone des 15 200? Et là, il faudra tenir cette zone des 15 200 parce que si elle venait à rompre, ce sera pour moi un vrai signal de retournement de très long terme sur les small caps. Et là, les amis, ça voudra dire qu'on est qu'au début de la baisse sur les small caps européennes, françaises et européennes. Et là, je pense qu'il faudra vraiment avoir peur. On n'y est pas du tout. C'est pas encore mon scénario privilégié. Pour être tout à fait sincère et franc avec vous, je m'attends plutôt, moi, à quelque chose un peu en zigzag. Après, plus tard, peut-être, mais en tout cas, je m'attends à beaucoup de zigzags sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. Donc voilà, on n'y est pas encore. Faisons chandelier par chandelier et n'anticipons pas trop parce qu'on pourrait avoir après des surprises, des bonnes, mais aussi parfois des mauvaises. On passe désormais aux actions, si vous le voulez bien, avec Schneider. Oui, je l'avais bien écrit. Pourquoi il avait mal écrit? Schneider Electric, donc Schneider Electric, toujours la même, voilà, toujours la même analyse. Vous avez l'habitude, je ne change pas mes graphes. Donc on est toujours sur, pour moi, une opportunité uniquement sur le bas de canal. On est revenu sur le milieu du canal, qui est déjà pas si mal que ça. Mais voilà, l'opportunité, pour moi, elle sera là si on y va. Donc on peut jouer un peu de rebond, mais j'attends quand même cette attaque baissière pour pouvoir être intéressé. Donc on verra au moment où ça arrivera, si ça arrive, hein, parce que rien n'est certain évidemment, mais on verra si éventuellement on peut retrouver ce niveau-là. Et après, il y aura un gros niveau, mais là ça voudra dire qu'il y aura eu de mauvaises nouvelles. Il y a un très très gros niveau, il est là, aux alentours des 170 euros. Nous avons du Capgemini qui pour moi voilà, fait partie des opportunités long terme. Voilà, je vous le dis, hein. Fait partie des opportunités long terme. Les deux zones, je ne change pas les deux zones. Celle-ci, je vous avais dit, agressivité à condition d'avoir un money management là aussi moyen, voire prudent. Et la deuxième zone, elle est là aux alentours des 70 euros. Pour moi, Capgemini, voilà, on revient sur des niveaux attractifs, de valorisation attractive. Évidemment, on ne sait pas où est le point bas, c'est pas le but de toute façon lorsqu'on fait du long terme. Mais pour moi, si on est convaincu qu'il faut avoir du Capgemini en portefeuille, eh bien la zone des 100 et la zone des 75, quoi, grosso modo, sont deux zones qui sont intéressantes pour investir court terme. Je ne vous le montre pas, il n'y a pas grand chose à dire et à regarder. Tout comme Alten. Alten aussi, ça faisait longtemps qu'on attendait cette zone-là. Nous y sommes, hein, c'est la zone des 52. On y est pour moi, c'est la première zone que je vous avais proposée. Donc voilà, là aussi, bien sûr que ça peut lâcher. C'est la raison pour laquelle on a une deuxième zone qui est ici. Voilà. Donc un petit peu éventuellement aux alentours des 52, un petit peu éventuellement aux alentours des 28, si on est même vraiment précis, c'est vraiment là la zone. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Bien sûr, vous pouvez accumuler plusieurs fois dans la zone. Vous pouvez, à vous de voir en fonction de la taille bien sûr, des portefeuilles et à condition que vous soyez d'accord avec mes zones, hein. C'est pas parce que ce sont mes zones que ce seront les bonnes, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, ça peut éventuellement, si vous êtes d'accord, être une zone intéressante pour ce genre de titre. Alten, quand même, un titre vraiment pas mal. Ensuite, vous avez du TTE, Total Energy, évidemment, hein,
très très bien tenu. J'ai fait également avec Ibou, ouais, je vous recommande d'aller voir la chaîne de Ibou. Ils ont fait une analyse complète sur, où ils vont faire quoi, une analyse complète, et j'ai ma petite partie, comment dirais-je, analyse technique bien sûr. Pour moi, le momentum est haussier, c'est haussier, il n'y a rien à dire, mais voilà. Est-ce que là, ici, on est sur une opportunité d'achat à 80 euros? Très franchement, je crois pas. Est-ce que ça peut continuer de monter? Oui, on peut aller à 90, on peut aller à 100, tout est possible. Mais le ratio gain-risque, pour moi, à mon sens, sur ce niveau de prix-là, il est moyen. Voilà, il est moyen. Donc plutôt un repli. Et si repli il y a sous les 57, 56, 57, voilà, éventuellement même 60 pour ceux qui sont vraiment agressifs, mais pas avant. Voilà, minimum. Ensuite, nous avons la petite chouchou de tout le monde, Air Liquide. Donc Air Liquide, eh bien, elle est très résiliente, hein. Donc pour le moment, elle est même en train de titiller ici son oblique. Donc en cas de rupture des 181, on pourrait même avoir une accélération. Mais voilà, pas une opportunité d'achat pour moi. Pour moi, opportunité d'achat, je vous les avais dessinées aux alentours des 150 et éventuellement aux alentours des 120. Donc je ne change pas, hein, mes graphes, je ne les change pas, sauf quand j'estime que ils n'ont plus lieu d'être. Mais l'objectif, c'est de garder à chaque fois les graphes tels qu'on les avait fait. Hermès, malheureusement, le massacre ne s'arrête plus. Donc il n'y a même pas de rebond, hein, quasiment pas de rebond. Stabilisation toutefois, quand même, la zone des 1600, qui est la première zone agressive, je dis bien agressive, pour Hermès. Si ça lâche, attention, parce que pour moi, si ça lâche, on peut aller beaucoup plus bas. On peut vraiment aller, on peut aller 30% plus bas sans aucun problème sur Hermès. Donc voilà, rien de presse. On peut éventuellement attendre un signal, hein. Là, pour le coup, vous voyez, on a une petite, voilà, on a quand même une petite. Je note quand même une petite congestion. Je note quand même une petite congestion et pourquoi pas une petite formation d'un petit biseau. Donc voilà, en mode swing trading, en cas de rupture notamment des 1675, on peut avoir un signal pour vous à minima un rebond jusqu'au 1850, voire même 1900. Et voilà, et si ça tient vraiment, à ce moment-là, on passe long terme sur cette position-là. Donc voilà pour Hermès. Stellantis qui a rebondi sur son support de long terme. Bon, malgré tout, c'est compliqué, bien entendu, hein. Donc voilà, on avait proposé cette zone des 5,30 €, 5,40 €, il y a un rebond. Bon, voilà, il y a un rebond. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. On est toujours, bien sûr, baissier à long terme. Donc il faudra repasser au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois. Il faudra que celle-ci se redresse comme ça avait été le cas ici en février 2023 pour éventuellement parler de mieux. Pour le moment, franchement, c'est compliqué. Il y a des rebonds sur support, tout ça, etc., etc. Mais ça reste malgré tout compliqué. Voilà, on le voit cette zone de support qui est là, voilà, qui correspond au plus bas de 92, de 96, de 2009, de 2011, de 2014, de 2016 et de 2020. Voilà. Bon, après. À court terme, est-ce qu'il y a quelque chose à gratter éventuellement? Bon, il y avait une petite congestion, allez, pour vraiment les traders agressifs. Moi, je ne l'ai pas vu, hein, donc je fais la météo de la veille, là, pour le coup, sans problème. Mais c'est vrai qu'il y avait une petite congestion là. Pourquoi pas? Bon, voilà. Après, s'il y en a une autre qui vient se dessiner la semaine prochaine, pourquoi pas, hein. Ça peut se tenter pour aller chercher notamment l'entrée de gap ici. Voilà. Et éventuellement sa fermeture par là. Pourquoi pas? Ok. Alors, ici, l'or. Bon, ici, l'or, pareil, hein, quand vous payez un truc 50 ou 60 fois les bénéfices, voilà, faut pas être surpris à un moment donné qu'on ait ce genre de figure, hein. Donc, moins 40%, c'est le tarif, hein. C'est le tarif. On attendait, là, c'est pareil, hein, tout le monde disait c'est impossible, tes zones, on n'y reviendra pas. Ben, on est revenu en tout cas sur la première déjà. 180 euros, nous y sommes. Donc voilà, alors bon, je jubile pas, hein, franchement, je jubile pas parce que ça fait jamais plaisir. Je sais que bon, certains malheureusement se font prendre au piège. On parle de Essilor au 300, on fait des newsletters, on fait des trucs comme quoi c'est une action extraordinaire qu'il faut l'avoir en portefeuille absolument maintenant. Et puis derrière, quand ça fait moins 40, il n'y a plus personne qui dit mince, je me suis trompé. Donc malheureusement, c'est toujours triste. Faites attention, s'il vous plaît, au PER. Quand j'entends dire que le PER, plus personne ne le regarde, plus personne ne le regarde, le PER, quand ça monte, quand ça baisse, quand ça chute, tout le monde regarde le PER. N'oubliez jamais ça. Donc, il n'y a pas que le PER, bien sûr, qu'il faut regarder, c'est pas le sujet, mais le sujet, c'est quand vous payez des PER de 50, il faut faire très, 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 très attention. Et donc, on le voit ici, Hermès, Essilor, je peux en citer tout un tas, hein, de valeurs comme ça qui se font exploser. Donc, faites attention. En tout cas, ça, voilà, si vous êtes fait avoir, c'est pas grave, ça arrive, mais retenez ça en leçon.
180 éventuellement première zone. Faut faire gaffe quand même parce que ça peut encore lâcher comme Hermès. D'ailleurs, les graphiques ressemblent avec Hermès. Ça peut lâcher et ça peut lâcher aussi comme Hermès de 25% de plus minimum. Donc voilà, pourquoi pas ici, mais garder du cash pour les zones également suivantes. LVMH qui s'en remet pas, qui s'en remet pas. Alors elle essaye là aussi, comme Hermès, elle tente de se stabiliser et tout, mais pour le moment ça veut pas. Donc vraiment, bon, il y a la zone des 430 qui nous tend la main, mais surtout il y a la zone des 350 qui nous tend la main. Donc, et notamment, vous avez vu cette moyenne mobile ici à 200 mois, qui peut-être sera, voilà, peut-être sera celle qui viendra faire le support de long terme. On verra. Moi, honnêtement, LVMH à 350, je pense que pour mon portefeuille long terme, elle y sera. Voilà. À titre perso, je préfère LVMH que Hermès. Je sais quoi, je suis un des rares à, comment dirais-je, à penser ça pour différentes raisons que je ne vais pas développer ici, mais en tout cas, je préfère, à titre perso, avoir du LVMH à bon prix que d'avoir du Hermès à bon prix dans mon portefeuille. Voilà. Maintenant, le reste, chacun, évidemment, fait comme il l'entend. Mais je vois bien ça comme un biseau descendant, oui. Je vois bien ça comme un biseau descendant qui viendrait faire ça, et éventuellement repartir après à long terme. D'ailleurs, le support oblique, on peut le dégager maintenant, puisqu'il n'a plus lieu d'être, pardon. Donc voilà un petit peu. Après, bon, bah oui, il peut y avoir des supports intermédiaires, il peut y avoir. Mais est-ce qu'ils tiendront? Je ne sais pas. C'est là où on rebondit d'ailleurs, actuellement. Voilà, mais bon. Nous verrons bien. En tout cas, voilà, ce qui est sûr et certain, pour ma part, long terme, ouais, la zone ici, franchement, ouais, la zone 360, je regarderai avec attention. Soitec, alors, Soitec, Soitec, alors ça, c'est vrai que c'est un truc de fou quand même. Soitec, donc on l'avait proposé, souvenez-vous, à l'achat. On l'avait proposé à l'achat dans cette congestion-là. Bon, après, derrière, elle a fait un très beau parcours, très volatile, parce qu'elle a pris 74% en quelques semaines. Et puis là-haut, qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Le lundi 16 mars, sur BFM, il y a un gérant de fonds très connu qui est venu faire la promotion de LVMH, de Soitec, pardon, lapsus, de Soitec en disant que ben, c'était une opportunité, qu'il fallait la rentrer, etc. Et moi, étant dans Soitec à ce moment-là, j'ai fait un tweet en disant signal de vente. C'était de l'humour, évidemment. C'est voilà, on charrie, on a le droit de rigoler encore. Pour le moment, en 2026, ça devrait changer bientôt. Mais voilà, et malheureusement pour cette personne-là, eh bien derrière, elle a perdu 25%. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est mort? Non, pas encore en tout cas. Moi, je pense que tant que on reste au-dessus de la moyenne mobile, qui est ici hop, voilà, à 200, en 200 jours, pour moi, c'est pas mort. Je pense même, pour être franc avec vous, je pense même qu'on a droit ici à une construction. Voilà, je pense même que c'est une figure de congestion qui est en train de se dessiner, qu'elle n'est pas mûre, et il y a encore trop de volatilité. Je pense que les volumes doivent être en train de baisser. Voilà, vous voyez, les volumes sont en train de baisser, ça ne m'étonne pas, parce que ce qui prouve, pour moi, ce qui atteste, qui renforce le fait que pour moi, on est véritablement dans une figure de construction, de congestion, et donc potentiellement de continuation. Donc, figure de continuation, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que quand on va péter le bas ici, quand on va casser les plus bas ici, si on les casse des 47-45, il faudra regarder si on a un signal de retournement par là pour valider la structure ici, comme ça. Voilà, c'est ça qu'il va falloir regarder. Donc après, certains joueront la figure de retournement ici, certains joueront la cassure de l'oblique ici en pointillé bleu que je transforme en pointillé rouge. D'autres joueront la congestion ici avec un stop en dessous pour jouer la cassure. Il y a autant de traders que de méthodes, c'est pas très important, mais en tout cas, ce qui est important à mon sens pour moi, c'est d'attendre d'avoir des validations du marché. Quitte, s'il n'y en a pas, et que ça part tout à coup avec une news ouf en gap haussier, ben on n'est pas dedans, c'est pas très grave. Voilà, il y en aura d'autres, des opportunités. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment cette structure que j'attends pour avoir un petit peu plus voilà, de certitude, de conviction quant à la stratégie à appliquer. Voilà, pour Stoitech, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel et j'attends pour ma part d'y revenir sans aucun souci. Ensuite, vous avez du Vinci. Donc Vinci, toujours très forte, Moi, pour moi, c'est pas du tout une zone d'achat, mais pour le moment, je dois bien avouer qu'elle est forte.
Elle a consolidé, mais bon, c'est très insuffisant. Minimum revenir sous les 100 et éventuellement le bas de canal pour que ce soit intéressant. Pour ma part, je laisse de côté. Ce que je n'ai pas laissé de côté, en revanche, c'est Sword. Je suis passé à l'achat sur Sword. J'ai acheté aux alentours des 30 et quelques, je ne sais plus exactement, je vous le dirai. Enfin, on est dans la zone, de toute manière, à la 31. Donc, parce que pour moi, il y a 3 zones d'achat. Il y en a une qui était ici, qui est ici d'ailleurs. Il y en a une qui est là, et il y en a une dernière, globalement, qui est ici. Voilà les 3 zones d'achat, donc 30, 20 et donc 10. C'est assez facile à retenir pour le coup. Donc moi, c'est une action que j'aime beaucoup. Voilà, que je garde du cash pour renforcer au cas où. Euh, voilà, tout simplement. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus, ça sert à rien d'argumenter plus. Les fondamentaux pour moi sont très bons. Je trouve qu'on revient sur des premiers niveaux intéressants. Je dis bien des premiers niveaux. Je suis conscient qu'on peut aller plus bas si le marché décroche. Pas de problème. La poche de cash, elle est là, elle attend pour ça. Steph, un petit peu le même état d'esprit. Alors je suis pas acheteur parce que je trouve que c'est encore cher, Steph. Mais on a toutefois une première zone pour ceux qui veulent rentrer de manière agressive. On y est, hein, quasiment, 100, 110, 112. J'ai toutefois, moi, en préférence, la deuxième zone, voilà, qui serait intéressante, à proximité donc du support. On verra en fonction de la vitesse si on y va déjà et en fonction de la vitesse où on y va, qui peut être aux alentours peut-être des 90, 91. Là aussi, nous verrons. Ensuite, vous avez du Planisware. Alors, c'était une action je vous avais parlé, vous avez proposé même à l'achat, je crois. Voilà, donc on avait proposé à la sortie ici du biseau un achat au-dessus du double top. Ouais, il y avait un double top ici. Donc derrière, bon, il y a eu un décalage quand même, parce qu'il y a eu 12% de décalage. Voilà. Mais depuis, ben, patatras, hein, depuis patatras, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, on me l'a proposé, voilà, éventuellement pour voir, mais là, j'ai pas grand-chose. Il y a peut-être ça. Ouais, à voir. Ouais, il y a peut-être ça, mais bon, c'est très léger. Franchement, je serais patient. Minimum, vraiment, pour les plus agressifs, minimum, un passage au-dessus des 15 euros, je dirais 14,82 € et au-dessus, éventuellement, des 17 euros. Voilà. Au minimum, vraiment, hein, de manière très agressive, casser cette zone-là. Le stop, il sera assez simple, hein. Stop agressif ici, stop un peu plus large là. Mais voilà, minimum pour casser ça, revenir au niveau des 17 euros et après on verra si plus si affinité. Mais enfin, ça reste quand même globalement une tendance très baissière. J'ai quoi après? J'ai du Sanofi. Donc San, voilà, qui est très solide, fidèle à sa réputation de mémère résiliente. Mais je suis encore gourmand, voilà, malgré tout, hein, je préfère être gourmand et attendre cette zone-là, qui peut être une zone vraiment intéressante, voilà, entre les 62 et les 73. Ça peut être vraiment une zone d'accumulation, et une autre en dessous, qui sera vraiment, il faudra une catastrophe, mais tout est possible, encore une fois, pour avoir de l'humilité là-dessus. Mais voilà, en tout cas, un peu plus gourmand ce Sanofi, il n'en reste pas le moins que c'est très résilient et qu'on voit que la moyenne mobile, hein, ici à 200 mois, fait parfaitement encore support. Donc pour le moment, RAS, ceux qui en ont, il n'y a pas de raison de vendre. Ceux qui en ont pas, peut-être faire un petit peu preuve de gourmandise. Voilà pour Sanofi. Concernant Steve, enfin un petit rebond de Steve. Malgré tout, ben, finalement le support oblique essaye de tenir. Ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'on a le rebond et on a la petite congestion. À voir éventuellement. Si notamment on a un passage au-dessus des 44,75 pour voir un rebond technique, les stops d'invalidation agressifs et un peu plus moyen terme seront, à mon sens, peu ou prou par là. Carrefour, que tout le monde critiquait aussi, que c'était un dossier compliqué, mais mine de rien, ben Carrefour, elle tient très 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 bien, puisque Carrefour, ben, voilà, elle est solide. Alors elle a tellement baissé, vous allez me dire que c'est un peu logique, mais elle est quand même solide. Voilà, pour moi, on confirme bien, on a une belle congestion. Franchement, c'est plutôt vraiment pas mal, je trouve. Voilà, alors la figure est pas très propre. Ça, c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher, clairement. Mais la figure, elle est quand même présente. Elle est très volatile. Hop, je nettoie un peu tout ça. Voilà. Donc, ce que j'aimerais bien voir, idéalement, sur Carrefour, c'est une sorte de tasse à vacances. Et là,
pour moi, on pourrait éventuellement même tenter la cassure au-dessus des 16,20 €. En tout cas, c'est très solide. Regardez la moyenne mobile à 200 jours, elle est haussière, on est au-dessus. Donc il n'y a pas de sujet. C'est une des rares tendances haussières Carrefour dans ce marché-là. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais c'en est une. C'en est une concernant Carrefour. SMCP qui est bien retourné en arrière. On avait proposé aussi un achat ici au-dessus de la congestion. Il y a eu un petit mouvement à peu près sympa. Bon, 13%, hein, c'est pas non plus bien sûr l'apothéose, mais c'était déjà ça. Et après, derrière, on a tout recassé par le bas, donc tout est à refaire. J'ai pas grand-chose à dire. Ce qui me gêne un petit peu sur SMCP, c'est que on a quand même, euh, on a quand même cassé un petit peu la structure. Donc voilà, là, c'est vrai, il y a une petite congestion. Il faudra voir si cette congestion arrive à casser par le haut et qu'on retrouve les 6,50 €, voire les 7 €. Mais il y a un vrai risque quand même en cas de cassure par le bas qu'on ait une nouvelle attaque baissière sous les 4 €. Donc voilà, assez prudent là-dessus. Edenred qui est venu presque toucher ma zone de long terme. Je serais passé à l'achat à titre perso sur Edenred si on était revenu toucher la zone des 13 €. On ne l'a pas fait encore du moins. Donc il y a un petit rebond qui s'opère. Voilà, plutôt pas mal à jouer en intraday notamment pour ceux qui sont dedans. Mais quid de la suite, franchement, je sais pas trop. On est toujours bien sûr en tendance baissière. Donc voilà, des rebonds, on en a connu dans cette tendance baissière, des très beaux rebonds, hein. N'oublions pas qu'on a eu des rebonds de 25%, etc. Donc même plus, hein, d'ailleurs, hein, même plus, puisque là c'était un rebond de 38%. Donc des rebonds, on y est habitué. Mais là aussi, tant que vous ne repasserez pas, je peux effacer tout ça d'ailleurs, tant que vous ne repasserez pas au-dessus de cette moyenne mobile ici qui va s'aplatir avant éventuellement de se redresser et que vous ne construirez pas au-dessus tranquillement avant de repartir, ben vous n'attaquerez pas pour moi un retournement de tendance clair. Voilà. Donc, encore une fois, à part pour du trading, plutôt de la patience en ce qui concerne Edenred. Après Edenred, on passe à une de mes chouchous, une action que j'adore, même si je suis plus à l'achat dessus. C'est Bussy, Bussy Semiconductor. Voilà, magnifique action, on en avait parlé. Suite à la cassure de l'oblique ici, on est sur les plus hauts. Je suis pas acheteur, malheureusement, hein, sur ces niveaux-là. On peut continuer, bien sûr, à monter un peu, hein, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Mais voilà, à mon avis, on est plus sur si ce n'est un point haut, en tout cas un point quand même assez bien valorisé. Donc voilà, toute cette zone-là, il faut faire quand même globalement attention. C'est pas des zones d'invest. Les zones d'invest, elles sont plutôt sur ces zones-là. Vous voyez, c'est là qu'il faut avoir de la cohérence pour pas se faire avoir. Vous voyez qu'on était là, qu'on était là. Ça peut être des niveaux. Voilà, si on revient un petit peu plus bas, pourquoi pas. Donc on peut bien sûr, hein, on peut continuer de monter. Donc en trading, bon, pourquoi pas, hein. D'ailleurs, on va le regarder si vous voulez, hein. S'il y a éventuellement pas en 4 heures, mais en un jour, s'il y a des opportunités, pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Voilà, beaucoup de volates. Ouais, une petite réduction avec une oblique ici, donc un petit signal là, mais le potentiel est pas dingue. Mais en tout cas, voilà, pour le long termiste, franchement, sur Bison Conducteur, je serai plutôt patient malgré cette action que j'aime, vous savez, beaucoup, beaucoup. ASML, du pareil au même. Du pareil au même. Pour moi, voilà, on est revenu là-haut. Bon, il peut y avoir effectivement à un moment donné une congestion qui puisse aller chercher encore un nouveau plus haut et tout ça, parce que ça a l'air quand même de ressembler à une figure, pas très belle d'ailleurs, de continuation. Donc on peut avoir, si vous voulez, derrière très bien un phénomène de congestion, de cassure pour retrouver un nouveau plus haut, mais à chaque nouveau plus haut, faites hyper gaffe sur ces valeurs-là, parce que vous avez un risque de correction de marché assez important. Donc à chaque fois que vous tradez ces valeurs, visez les plus hauts, même un peu en dessous des plus hauts, vous vendez ou vous montez les stops quand les plus hauts sont touchés, et après, comme ça, vous sortez, vous récupérez votre cash et vous le mettez sur autre chose. Voilà ce que, pour ma part, je fais. VCAT, donc on avait dit VCAT sur les réseaux d'ailleurs. Quelqu'un m'avait alerté sur VCAT et je disais voilà, attention, on arrive à proximité, ça devait être en novembre 2025. On arrive, ici, ce sera vendu. Regardez encore une fois le marché, ce qu'il a fait. Paf! Donc ça rigole pas. La baisse est importante, 30%, mais malgré tout, je suis toujours pas acheteur sur V4. Pour moi, il faudrait un repli supplémentaire, minimum. Voilà, maintenant, on peut remonter les zones. Donc il y avait des zones à l'époque où on s'était appuyé là d'ailleurs. Mais pour moi, la zone désormais, elle est plus haute. On peut relever un petit peu la zone et revenir sous les 50 € pour V4. Peut être une zone d'intervention plutôt pas mal. Et après, on verra éventuellement plus bas. Il faudra forcément
beaucoup de mal. SEO, Saint-Gobain, de mes valeurs, vous le savez, préférées. On s'approche petit à petit des zones. Voilà, la zone, eh ben, on était là, donc forcément, ça revient ici, puisque c'est descendu plus vite que ce que je pensais. Donc on a touché la zone, voilà, la zone des 64, hein, donc entre les 61 et les 67, pour moi, c'est une première zone d'investissement. Donc voilà, je ne lance pas mon fusil d'épaule. Si on fait un petit aller-retour là-dedans, c'est une belle zone d'accu. Voilà, là-dedans. Hop, voilà. Donc, belle zone d'accumulation là-dedans. Pour moi, hein, ça a du sens. Et après, pour moi, la deuxième zone, hein, globalement, bon, on verra, hein, si on descend plus bas, je vous la donnerai, mais euh, pour moi, c'est plutôt par là, peut-être. Par là, ouais, 45 éventuellement. Ok. Ensuite, on a également du Michelin qui est ici. Donc Michelin, j'attends toujours, moi. Ça n'a pas changé. Je ne change pas mon fusil d'épaule. J'attends toujours ce que vous avez dit, la zone des 22 à 24. Donc je ne touche à rien du tout. Sodexo, pour moi, on a touché la première zone que vous avez indiquée. Voilà, on est même en plein dedans. La zone des 42 à 50 pour un tiers éventuellement de position. Voilà, pareil, je touche pas, hein. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on a tracé ça ensemble. Donc je ne touche pas mes zones. Donc Sodexo qui va publier, hein, semaine prochaine, je crois, ou celle d'après, vérifiez-le. Mais en tout cas, voilà. Veolia qui avait fait son pullback, ça en est où? Donc elle a fait son pullback et ben, ma foi, pour le moment elle tient, donc c'est à suivre. On a une petite congestion, peut-être qu'elle est en train de se former sur Veolia, ouais, qui n'est pas évidente, hein. Pas évidente cette congestion. Pour le moment, c'est pas très joli, c'est pas propre, quoi. Donc là aussi, la semaine prochaine, à voir si on a une petite congestion par là. Et à ce moment-là, d'ailleurs, le secteur des utilities qui a très très bien résisté. D'ailleurs, qui fait une. Vous regardez le CAC Utilities, je ne sais pas si je l'ai là. Ah si, je l'ai. Utilities. Voilà, regardez ce que je voulais vous montrer. Vous avez vu la figure de tasser avec Hans? Pas mal, hein. D'ailleurs, on est en train de la casser. Voilà, je ne comptais pas vous le montrer, mais voilà. Intéressant, hein? Voilà. Figure de continuation, hein, pure et dure, hein. Voilà. Figure de continuation, hein. Donc, utilities, pour moi, il faut continuer, hein. Vous savez ce que je pense des utilities. Je vous ai fait 50 newsletters dessus. Donc, voilà. Pour moi, s'il y a bien un secteur qu'il faut continuer d'acheter sur le repli, c'est bien celui-ci en priorité. Voilà, utilities. Ensuite, vous avez du Calré. Alors, Calré, on l'avait maintenu la semaine dernière. On espérait la cassure, je vous la montre en court terme. On espérait la cassure des 4,55 €. Vous avez proposé un plan avec des stops ici. Bon, malheureusement, vous avez vu, on casse tout par le bas. Donc, c'est pas Jojo. Pour moi, pour le moment, c'est un peu mort. Donc, attendre éventuellement qu'on ait une nouvelle figure qui se forme par là, éventuellement. Mais pour le moment, moi, c'est du stand-by pour Calré Neuron, qui malheureusement, enfin, malheureusement non, parce que c'est une très belle valeur, qui est mis en avant. Je ne voulais pas dire du tout malheureusement. Je voulais dire malheureusement parce qu'elle a été mise en avant trop tôt pour moi sur les réseaux, notamment aux alentours des 50 €. Et donc forcément la correction là aussi, que c'était bien valorisé, a été quand même euh, pour moi légitime. On est venu casser, on a fait le pullback. Je serai gourmand. Là aussi, je pense qu'on est en train, bah, je vous l'avais dessiné, hein, on est en train de faire le rebond. Mais je pense que derrière, on aura une nouvelle attaque baissière. Et là, ça vaudra le coup éventuellement d'investir. Donc de la patience pour moi sur ce dossier-là. C'est un dossier très intéressant par contre, effectivement, à avoir éventuellement en portefeuille. Vous avez les piscines, des joyaux qui sont voilà, demandés. Effectivement, on est sur un gros niveau de support. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a ce niveau-là aussi, qui est un gros niveau, les 8 €. Donc un petit peu sur les 11 €, un petit peu sur les 8. Attention, c'est pas très liquide. Katana, quel massacre. Si belle valeur, Katana qui se fait défoncer. Donc là, voilà, il y a les 2 €. Bah, c'est assez simple, on l'attendait. Franchement, quand je l'ai tracé les 2 €, j'y ai pas cru. Un peu comme Beneteau qu'on avait vu aussi la semaine dernière. Ces niveaux-là, j'y croyais pas il y a un an et demi quand je l'ai tracé. Même moi, hein, je me dis, bon, le niveau est là, mais quand même, eh ben, si, le marché a toujours, malheureusement, raison, et parfois, il fait très mal. Donc, le niveau des 2 €, et je vais même vous dire pire, on a un support oblique qui est même aux alentours des 1 €, hein. Donc, voilà les deux zones pour moi sur lesquelles on peut éventuellement attendre quelque chose. Wavestone qui, elle, peut être sur un premier niveau intéressant
en par là. Donc voilà, le niveau entre les 39 et les 41, beau niveau. Et ensuite, vous aurez également, toujours pareil, le support oblique et potentiellement même ici la moyenne mobile qui viendra se caler par là. Donc oui, oui, ça m'intéresse. Belle valeur également. Et Valorec, voilà, qu'on a beaucoup mis en avant. Donc sur le salon, on est beaucoup dessus, notamment moi je laisse beaucoup à Xavier, parce que Xavier c'est une de ses préférées aussi. D'ailleurs, mais attention quand même, alors on avait proposé un achat, je crois, ici même. Voilà, on avait proposé un achat à l'époque par là. Donc voilà, le vendredi 19 décembre. Bon, depuis, il s'est passé pas mal de choses. Mais attention, parce que là, mine de rien, vous voyez, voilà, on arrive sur un haut de canal. Donc, bien sûr, ça peut continuer de monter, mais le ratio gain-risque, voilà. Soyez prudent, attendez peut-être un moment où il y a une petite congestion, quelque chose comme ça, pour voir une cassure et mettre un stop éventuellement juste en dessous, quoi. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai également je me suis perdu. Eh bien, on passe aux États-Unis. Ouais, on passe, c'est bien ça. C'est ça que je me suis perdu. Aux États-Unis, donc avec American Express. American Express. Alors moi, tous ces American Express, Visa, Mastercard, ça fait un moment, hein, vous savez que je suis pas positif sur ces valeurs. Donc attention, American Express, voilà, pas avant la zone de support ici, oblique. Donc voilà, de la patience. C'est la même chose, on l'a montré la semaine dernière avec Visa, je ne change pas un iota de ce que je disais, de ce que je disais depuis plusieurs mois. Voilà, vous l'avez le graphique, hein. Donc pour moi, ici, c'est repli sur le bas de canal. Le bas de canal pourra être éventuellement intéressant. Donc voilà, même éventuellement ici, la zone serait top. La première zone, pour moi, elle est là, aux alentours de 250. Voilà, vous avez quasiment le même graphe pour Mastercard, quasiment. Donc là, c'est pareil, hein. Si on arrive éventuellement voilà, à avoir cette zone-là, ça peut être top. Voilà, cette zone-là. Voilà. 390 à 430 et quelques, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Après, on a Booking également, qu'on suit pas mal. Ouais, il s'est pas passé grand-chose, hein, sur le Booking. Moi, je suis toujours le même avis, là aussi. Donc pour moi, on peut faire un rebond, effectivement, mais derrière, faudra faire attention éventuellement à une nouvelle attaque. Pour moi, on n'est pas sur des niveaux d'opportunité, ça reste malgré tout une très belle valeur. Robinhood, alors qu'a bien, bien chuté, hein, Robinhood. Donc voilà, revenir pour moi ici. Donc là aussi, on peut faire les choses vont rarement comme ça. En général, vous avez un rebond intermédiaire et vous avez une nouvelle attaque. Mais effectivement, idéalement, cette zone-là, la zone voilà, des 40 grosso modo, peut être une zone à mettre à profit. Uber, très belle valeur. Uber qui peut être intéressante si on revient ici, donc dans la zone. Ben, en fait, quand il y avait eu la cassure, on avait comme objectif les 95. Ben, je reviens à la zone de cassure en mode pullback. Donc vraiment, la zone ici, aux alentours des 55, voilà, de 50 à 60, grosso modo, peut être une très belle zone. Si ça lâche, c'est un peu probable, mais tout est possible. Si ça lâche, la zone des 20 à 25. Mais voilà, déjà, cette zone-là, la zone des 60, honnêtement, 50 à 60, peut être une très belle zone. Ferrari, c'est la cotation évidemment américaine que je vous montre là. Mais pour moi, voilà, pour moi, il y a encore de la marge. Là aussi, les choses peuvent se faire après un rebond. Mais derrière, je pense qu'on peut avoir une nouvelle attaque. Donc attention sur cette valeur-là. Pour moi, pas avant les 300 dollars. Nvidia, il ne se passe pas grand-chose sur Nvidia comme depuis que j'ai vendu, depuis juillet, hein. On a vendu, souvenez-vous, au mois de juillet, et depuis, il ne se passe pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à dire sur le court terme. Voilà, je l'avais indiqué hier ou avant-hier sur les réseaux. Il y avait cette zone de support-là, voilà, qui a tenu. Tant qu'on la tient, ça va. Si on lâche les 160, par contre, c'est rendez-vous 140, voire ouais, 140, 150 quoi. Donc il faudra quand même faire attention à ça. Mais voilà, à ce stade, euh, je pense qu'on est plus quand même dans une construction qui peut durer, dans un espèce de biseau, qui peut durer encore pas mal de temps avant de repartir à l'os, parce que c'est une tendance haussière malgré tout de fond. Et je pense qu'elle finira par refaire des nouveaux plus hauts. Nike, quelle déception malheureusement. Donc il y avait deux zones que je vous avais indiquées. Là aussi, je ne change pas.
La première zone, la zone des 57-58 $. La deuxième zone, la zone des 27. Ne renforcez pas si vous avez pris position aux alentours des 58. Ne renforcez pas maintenant, c'est trop tôt. Attendez. Si éventuellement elle revient dans les 27, pourquoi pas, ça pourra être éventuellement l'opportunité de compléter, à mon sens. Et enfin, pour les actions américaines, avant de passer au titre à suivre, vous avez du Microsoft. Microsoft, pour ma part, voilà, on est proche de l'achat. J'ai failli déclencher l'achat, pour tout vous dire. J'ai failli déclencher l'achat sur les 355. J'avais même relevé mon ordre à 350. Mais tant pis. Du coup, je l'ai annulé. Je pense que je vais vraiment 345. Là maintenant, voilà, cette zone-là, c'est gourmand. Hein. C'est vrai que c'est gourmand. On se dit, je vais peut-être louper l'opportunité. C'est pas grave. Quand je disais qu'elle reviendrait dans cette zone-là, personne n'y croyait quand on était à plus de 500 $. Voilà, je vais pas, comme dirait Jean-Marie Bigard, on va pas craquer à 2 mètres du bol de sangria. Donc j'attends encore, tant pis, quitte à louper la sangria, on boira autre chose. Mais en tout cas, cette zone-là, voilà, c'est une zone, à mon avis, il faut y aller. Hein. Sur Microsoft, voilà. Alors après, si vous n'êtes pas aussi gourmand que moi, on est déjà bien. Hein. Franchement, 370, c'est déjà pas mal. 359, c'est déjà pas mal. Sous 350, c'est ce que je veux moi. Mais bon, après, on n'est pas à 10 $ près. Tout dépend après, ou si vous rentrez à plusieurs fois, hein, vous pouvez accumuler un petit peu en haut, un petit peu là, un petit peu là, et garder après une poche de cash en dessous. Mais voilà, en tout cas, pour moi, les deux zones, elles sont là, elles sont claires. Ça fait longtemps qu'on les attend. J'ai pas changé d'un iota. Et pour moi, ce sont les deux zones que j'attends pour prendre donc du Microsoft. Les trois titres à suivre. Alors, c'est trois petits titres. Les amis, c'est trois petits titres. Donc, c'est donc du Gérard Perrier, qui, je trouve, est extrêmement solide. Alors, c'est une action dont on parle relativement peu, hein, mais c'est une action très, 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 très solide. Donc voilà, action à suivre. Soit, je vous propose deux choses, soit sur repli. Alors attention, c'est pas très liquide. Hein. Soit sur repli, donc à proximité donc, de ce support, soit éventuellement sur cassure en hebdo, ça suffit. Soit éventuellement sur cassure, mais faites attention à la taille de position, au-dessus des 89 €. Ensuite, vous avez du Roche Beaubois, qui revient à un niveau pour moi intéressant pour de l'invest. Voilà, en hebdo, ça suffit. Voilà, on revient sur les niveaux d'IPO, carrément, hein, les 22. Donc pour moi, ça se regarde de près. Donc la tendance haussière est cassée. Mais en tout cas, ça se regarde de près. Il y aura un niveau de renfort pour l'investisseur long terme aux alentours, grosso modo, des 13 €. Donc un petit peu aux alentours des 21, un petit peu aux alentours des 13. Ça me semble quand même pas mal. Et enfin, vous avez du Bilendi également qu'on m'a proposé. C'est vrai que le graphe est pas mal. Alors c'est difficile de trouver des idées. Hein. C'est difficile de trouver des idées, mais en effet, sur l'unité de temps mensuelle, à suivre, parce que quand même, on est sur un support oblique, voilà, mais c'est pas très liquide, là aussi, ces trois actions, c'est un peu le problème. Donc on avait dessiné, souvenez-vous, hop, j'enlève mes objectifs, à l'époque, cette oblique-là, et je crois que c'était pas à l'époque, je crois que c'était il y a 15 jours ou 3 semaines, et on l'a breaké, on fait le pullback, donc là aussi, à suivre s'il y a une congestion la semaine prochaine, vous voyez derrière éventuellement un nouveau départ. Donc voilà, je vous montre le screener trend following et voilà, pour ma part, vous avez mon analyse globale en début de vidéo, notamment sur le CAC. Moi, voilà, si je devais pencher, je dirais que je m'attends quand même et j'espère une construction la semaine prochaine pour une poursuite du rebond sur le mois d'avril. Je pense que derrière, il faudra faire attention parce que ce rebond sera peut-être vendu devant l'impact de tout ça, qu'on va finir peut-être par payer, notamment par les résultats d'entreprise. Mais enfin, chaque chose en son temps, on peut être à la fois acheteur à court terme, tout en étant méfiant à moyen terme, et tout en étant acheteur aussi à long terme. C'est tout le paradoxe qu'on appelle les fractales, hein, tout simplement. Et donc, voilà, moi je pense qu'il y a quand même une carte à jouer dans ce marché-là pour aller chercher un petit peu plus haut, les 8100, les 8200, peut-être les 8300 sur le CAC 40, ça peut paraître fou. J'ai interrogé encore via un sondage, je crois que 75% des gens pensent qu'on n'a pas fait le point bas à court terme. Encore une fois, c'est possible. Mais moi, je pense que quand même que ce rebond, ouais, il a quand même des chances. Encore une fois, c'est la construction qui va faire. Et c'est surtout Donald Trump qui va faire. C'est sûr que s'il déclare beaucoup de choses ce week-end, pendant un week-end de 3 ou 4 jours, les ouvertures peuvent être volatiles. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. Merci pour votre soutien. Et on se retrouve avec joie la semaine prochaine. A plus, ciao.